Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Prime Time, votre rendez-vous horloger. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qui pousse une marque horlogère à sponsoriser un sport et un événement plutôt original. Nous allons vous présenter une exposition qui tente de retracer l'histoire de la conquête du temps, rien que cela. Nous allons vous parler également d'une exposition horlogère qui s'est tenue en parallèle du SIHH à Genève. Mais pour commencer, nous allons vous parler du renouveau de la collaboration entre Monsieur Vincent Calabrese et la marque Corum. Pour le grand public, le nom de Vincent Calabrese reste certes assez confidentiel, mais dans le monde horloger, Monsieur Calabrese est un horloger très reconnu. En 1977, ce dernier présentait au Salon des Inventions de Genève un mouvement qui allait faire date dans l'histoire de l'horlogerie. Ce mouvement, c'est le Golden Bridge, un mouvement original dont l'élément central, le fameux bridge, un pont en français, regroupe l'ensemble des composants qui servent à la bonne marche du mouvement. Grâce à Corum et à la vision de son propriétaire de l'époque, M. Banvart, ce mouvement est devenu une réalité commerciale, donc industrielle, à partir du début des années 80 et aujourd'hui fait partie des mouvements ou carrément des pièces iconiques de l'horlogerie. Interview avec M. Antonio Calce, CEO des montres Corum, et M. Vincent Calabrese, qui nous explique le pourquoi de cette collaboration, les raisons historiques et le futur. Vincent Calabrese est venu avec une idée extraordinaire pour Corum depuis plus de 30 ans maintenant, ce mouvement Golden Bridge qui nous appartient, qui est une propriété de la marque, mais dont l'idée initiale a germé dans la tête de Vincent. Donc c'était une logique qu'on se revoie, qu'on se rencontre et qu'on définisse un nouvel axe de collaboration, et parler de ce mouvement, parler et passionner l'horlogerie de ce mouvement qui aujourd'hui a plus de 30 ans. Et quand on voit qu'à 36 ans, il n'y a jamais eu de tentative de copie, je ne dirais pas que c'est rare dans l'horlogerie, c'est unique. N'importe quelle pièce solidaire dans l'horlogerie a été copiée une fois ou l'autre. La Golden Bridge, il n'y a pas eu de tentative. Les gens qui achètent une Golden Bridge, c'est parce qu'ils achètent, ils ont vraiment l'amour de l'horlogerie, de voir ce mouvement. Ça va plus loin que le monde squelette. Si vous voulez, c'est un horloger qui l'a pensé, qui a essayé de montrer ses tripes à travers ce moment. C'était pour arrêter qu'on achète une montre à cause de l'habillement, c'est-à-dire à cause de la boîte, à cause du cadran. Je voulais que cette montre soit achetée par le mouvement horloger qui était dedans. J'ai réussi mon pari, comme je disais tout à l'heure, au-delà de mes espérances. Et je suis content qu'aujourd'hui, avec Antonio, on puisse continuer cette aventure. Aujourd'hui, j'ai Laurent Bess et son équipe de développement qui sont vraiment l'âme, je dirais, du mouvement, l'âme de l'intérieur de la montre de Corum. Et Vincent va s'y associer, on va collaborer ensemble aussi. L'idée, c'est vraiment de mûrir et de construire une relation. Et qui sait, si un autre mythique mouvement pourra naître encore, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et que Vincent soit de nouveau dans la maison, ça fait vraiment plaisir. Nous sommes souvent habitués au partenariat entre des marques de luxe et des événements également eux aussi luxueux. Compétitions de golf, de tennis, polo, voile, les Oscars, les Césars et j'en passe. Depuis 8 ans, la marque Parmigiani Fleurier s'est associée au Festival international des ballons de Châteaudet, dont c'est la 35e édition ininterrompue. Un festival globalement reconnu où sont présents plus de 100 ballons et 80 équipages provenant de 18 pays différents. Parfois, les caprices de la météo empêchent ces ballons de pouvoir profiter pleinement des paysages exceptionnels du pays d'en haut. Heureusement, nous sommes restés un jour de plus, le jour qu'il fallait. Quelles sont les motivations de la marque à sponsoriser un tel événement et disposer de son propre ballon? Interview avec Jean-Marc Jacot, CEO des montres Parmigiani Fleurier. On a commencé ici à Châteaudet il y a 8 ans maintenant.
En fait, un peu par accident, comme toujours, l'ami qui organise ce festival m'a demandé si ça nous intéressait. Et puis au début, on a trouvé ça un peu loufoque. Et puis en fait, en y réfléchissant, on a trouvé que c'était pas mal parce que d'abord, on est une des rares marques horlogères, sinon la seule, à être dans cet environnement. Et puis l'autre chose, c'était de s'apercevoir que nos invités, en fait, allaient être les acteurs et pas les spectateurs. Et ça, c'était pour nous, en fait, le déclic définitif pour nous décider, en fait, d'être dans ce monde de la montgolfière, du ballon air show. C'est assez incroyable. Le décollage est assez hypnotisant et puis on ne se rend pas vraiment compte de la prise d'altitude. C'est les éléments autour de nous qui nous renseignent sur où on est. On n'a pas vraiment l'impression d'être positionné quelque part dans l'espace. Donc c'est très particulier comme sensation. Un baptême réussi et un moment exceptionnel. Le ballon air show donne une relativité au temps immédiate. On n'a plus l'habitude d'avoir quelque chose de lent, de doux. Ce qui nous fait surtout plaisir, c'est que nos invités ont énormément de plaisir, surtout des journées comme aujourd'hui qui sont exceptionnelles. En plus, le Pays d'en haut est pour moi la vraie carte postale de la Suisse, parce que c'est pas agressif, c'est doux, les villages sont magnifiques. Le fromage est bon, donc c'est toute la Suisse en fait. Voilà. Donc pour nous, tous nos invités du monde entier qui viennent ici repartent avec des images plein la tête et ont surtout qu'une envie, c'est qu'on les réinvite une fois en tout cas. Le prochain reportage est consacré à une exposition qui s'est tenue lors du dernier SIHH et qui est la transfiguration de ce qui se trouve dans ce livre, La conquête du temps, un livre écrit par Dominique Fléchon, historien du temps et spécialiste de la haute horlogerie. Ce livre aborde la notion de la maîtrise du temps par l'homme et de ses importants et nombreux impacts sur la société, sur la science et par conséquent sur l'évolution de l'horlogerie. Monsieur Fléchon nous retrace les grandes lignes de cette exposition qui part du Big Bang jusqu'au début des années 2000, mais nous reprenons le cours de cette exposition au tournant du 19e siècle et du début de la révolution industrielle. Cette exposition n'est malheureusement plus visible pour le public, mais si ceci évolue, nous vous tiendrons naturellement au courant. À partir des années 1840-1850, on va avoir une miniaturisation au niveau de l'épaisseur de la montre, puisque déjà dans les années 1840, on arrivait à une épaisseur du mouvement de 1,4 mm. Chose que, pour l'instant, on n'a jamais, ou pratiquement jamais, dépassé, sauf dans le cadre de la montre à quartz. Nous allons avoir l'apparition, dans les années 1875, de la montre bracelet. La première trace, la première mention de la montre bracelet, c'est Élisabeth Ier d'Angleterre, au XVIe siècle, qui a porté, ou qui aurait porté, une montre attachée au poignet. On n'en sait pas plus, mais c'est la première mention, et c'est déjà très beau. Dans les années 1875, la montre bracelet apparaît sous forme industrialisée. La montre est très fonctionnelle, on va dire, au début. Elle n'est pas aussi précise que la montre de poche. Et on va avoir, à la fois en esthétique et en fonctionnalité, d'énormes progrès à faire. Le premier défaut de la montre, c'est sa fragilité au niveau du verre protecteur du cadran. Donc les horlogers de l'époque vont essayer de trouver soit, comme on a vu au départ, des couvercles, soit des guichets, c'est-à-dire qu'on va minimiser au maximum la superficie du verre, soit des volets, soit des grilles pour les militaires. Et puis en 1932-1933, on va avoir l'arrêt verso qui va apparaître. C'est une montre qui est devenue mythique et il faut savoir que la même année, le verre que nous utilisons en horlogerie aujourd'hui, c'est-à-dire le verre cristal incassable, apparaît sur le marché. Et puis nous avons l'évolution de toutes ces montres, qu'elles soient chronographes, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient simplement esthétiques, vers une montre totalement étanche. Et là nous allons arriver à une grande cassure
dans l'évolution de la mesure du temps. Nous sommes en 1967 et là, l'horloge atomique est suffisamment précise pour permettre une redéfinition de la seconde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une horloge atomique? Ce n'est pas quelque chose de forcément dangereux, c'est le comptage des oscillations d'un atome de césium. Jusqu'à présent, on calculait les oscillations d'un balancier. On a après calculé les oscillations d'un quartz. Et là, on calcule les oscillations d'un atome. Dès les années 1950, nous avions depuis longtemps déjà atteint les limites de la mécanique, de l'horlogerie mécanique. Donc, on a voulu faire des tentatives pour que sur la montre elle-même, les piles étant suffisamment petites à l'époque, sur la montre elle-même, on ait voulu remplacer la force motrice du ressort par de l'électricité. Les années 1980, où là, une certaine population d'esthètes, d'amateurs, de collectionneurs également, préfèrent se retourner vers la poésie, vers quelque chose qu'ils comprennent, vers un mécanisme qui soit véritablement esthétique. Et là, nous rebasculons sur l'horlogerie mécanique, dont la précision suffit largement à notre vie de tous les jours, qui a le mérite de nous faire rêver. Et là, eh bien, cette fabuleuse histoire, je vais vous abandonner parce que la période contemporaine, elle se trouve dans le salon du SIHH, dans les salles derrière. Et dernièrement, pendant que se déroulait le SIHH, se déroulaient également de nombreux petits salons et autres expositions à Genève où d'autres marques tentaient de se mettre en avant. Voici un petit compte-rendu du GTE pour Geneva Time Exhibition, et entretien avec M. Fabien Lamarche, fondateur de la marque Julien Coudray, qui nous expose les particularités et l'originalité de cette marque, en particulier de ses cadrans en émaux. L'émail a été choisi parce qu'il est pérenne dans le temps, il est éternel. On a retrouvé des émaux de 1630 où lorsqu'on les regarde, ils ont le même éclat que lorsqu'on fait un émail d'aujourd'hui. L'idée, c'était effectivement de créer son propre mouvement, d'être indépendant. La spécificité, c'est qu'on n'a choisi que des matériaux purs sur lesquels on ne va faire aucun traitement galvanique ou chimique dessus. Donc on ne travaille pour l'instant que de l'or et du platine. D'autres matériaux nobles et purs vont apparaître dans les autres mouvements. Et on a commencé par des mouvements mécaniques à remontage manuel et des tourbillons pour montrer aussi notre savoir-faire avant de partir dans des complications, des automatiques, des chronos, des quantièmes. Je suis sous-traitant et j'ai été beaucoup sous-traitant pour d'autres marques. Je sais la dépendance qu'on a dans ce domaine horloger et l'idée c'était vraiment d'être autonome pour avoir notre propre créativité et surtout notre réactivité pour faire ce mélange de métiers en interne. Voilà, cette édition est maintenant terminée. On se réjouit de vous retrouver lors de la prochaine édition. Merci pour votre temps et à bientôt.